Je vous présente mes meilleurs vœux et pour bien commencer l'année, je vais commencer par corriger des choses que j'ai dites la dernière fois. En fait, l'énoncé était correct, mais la démonstration que j'ai faite ne l'était pas. Alors, c'était une proposition générale, du coup je vais la généraliser et puis réexpliquer les étapes. C'était quelque chose que j'avais peut-être intitulé un lemme. En tout cas, aujourd'hui, je l'appelle une proposition. On a un ouvert régulier de RD. Une sous-solution de viscosité d'une certaine équation. Je vais écrire une équation du premier ordre. Les extensions à des problèmes du deuxième ordre sont assez immédiate, donc ça je n'en parlerai pas. Donc on va considérer une fonction, disons continue pour simplifier, qui est sous-solution de viscosité de h de x gradient u. Donc je vais mettre comme ceci, inférieur ou égal à 0 dans oméga. Donc j'avais indiqué une hypothèse, enfin j'avais fait une hypothèse sur le fait que lorsque x est sur le bord, ça ne dépend pas de la composante normale du gradient, si vous voulez, cette équation. Et j'avais indiqué qu'à ce moment-là, on pouvait étendre les inégalités de sous-solution de viscosité au bord et écrire aussi une inégalité sur le bord. Donc ça, c'est vrai. La démonstration ne donnait qu'une étape de ce résultat-là. Alors, je vais faire un tout petit peu plus général. Donc, premièrement, U vérifie la propriété suivante. Donc, je vais l'écrire comme ceci. L'inf sur tous les lambda réels de h de x de gradient U plus lambda n de x est inférieur ou égal à 0 dans oméga bar. Donc ça, je mets entre guillemets, puisque la normale n'est définie a priori, si l'ouvert est régulier, que dans un voisinage du bord. Donc, et bien entendu, dès qu'on n'est pas sur le bord, cette information est bien moins forte que l'information de départ, puisque l'inf est plus petit que la fonction. En prenant lambda égale à 0, ceci est plus petit que ça. Donc, à l'intérieur, ça ne donne aucune information. En revanche, au bord, c'est une information nouvelle. Et le point suivant, c'est que sur d oméga, bien sur d oméga, on a toujours que l'inf de lambda réel de h de x, et je vais mettre ici le gradient tangentiel de u, c'est-à-dire que là, on regarde vraiment u restreint à d oméga, eh bien, plus lambda n de x est inférieur ou égal à 0 sur d oméga. Donc, on a réellement une inégalité. Bon, donc ça, c'est une très légère extension de ce que je vous avais raconté. En fait, ce n'est pas vraiment une extension, puisque d'une certaine manière, si vous remplacez cet Hamiltonien par celui-ci et vous appliquez le résultat que j'avais mentionné, donc c'est vraiment du même tonneau. Que dire là-dessus? C'est qu'il y a une hypothèse. Donc, ceci est vrai si H vérifie les conditions d'unicité, c'est-à-dire H de x et de P moins H de y et de P, par exemple, est inférieur à oméga de x moins y 1 plus P, par exemple. Il y a d'autres cas de figure suivant le fait que si jamais l'hamiltonien est coercif, alors on sait que P est borné et on n'a besoin que de la continuité par rapport à x. Ce qui est le minimum que l'on puisse demander. Où oméga est un module, c'est-à-dire est une fonction continue positive
qui vaut 0 en 0. Bien. Alors, la démonstration, en fait, j'avais fait une démonstration qui était incorrecte, dans le sens où je démontrais directement le point 2, d'où je déduisais le point 1, parce que bien entendu 2 entraîne 1, avec un argument qui en fait ne démontrait que 1. Donc la démonstration faite avant l'interruption des fêtes de fin d'année consistait à prendre U moins phi, qui a un point de, disons, de maximum local que l'on peut toujours supposer strict. On pourrait le prendre global en x0 qui appartient sur le bord, où phi est une fonction régulière, donc phi par exemple C1. Et l'idée étant de pousser ce point de maximum dans le bord, et donc ceci peut être fait en introduisant une fonction de pénalisation qui est en moins epsilon sur d. Vous voyez que comme ça vaut moins l'infini sur le bord, le maximum va être atteint à l'intérieur, et un maximum en x epsilon. Et quand epsilon tend vers 0, x epsilon va tendre vers x0, grâce au point de... grâce au fait que ce soit un point de maximum local, et la pénalisation, grâce par exemple à la continuité, tend vers 0. Bon, ensuite, bien, on écrit, on balance ça dans l'équation, et ça démontre facilement 1. Ça, c'est vraiment la démonstration que j'avais faite. Pour démontrer 2, en revanche, donc ça c'est exactement la démonstration que j'avais faite, mais, ça ne donne pas d'un coup l'information sur le bord, ça ne donne que l'information sur le fermé. Sur le bord, il faut faire une deuxième tranche. Donc maintenant, on va avoir que sur le bord, on regarde U de x moins phi de x est un maximum local strict sur d oméga. En x0 qui appartient au bord. Et ce que l'on va faire est la chose suivante, c'est que l'on va écrire maintenant U moins, on va considérer U moins une extension de phi, une extension, parce qu'a priori la phi n'est définie que sur le bord, une extension que je vais choisir dans un instant pour faire le plus simple possible. Et là, en revanche, la pénalisation que l'on va prendre, c'est moins d sur epsilon. Okay. Bien, alors, qu'est-ce que c'est le phi tilde? Donc, c'est un peu la construction qui était faite. C'est la géométrie simple. Donc ici, vous avez la normale qui, avec le plan tangent, qui est orthogonale au plan tangent, définition de la normale. Et la normale, ici, est étendue et constante le long de la normale. Donc, vous étendez n de x, n en ce point-là. Donc, si ici, vous avez un point qui est, en d'autres termes, c'est que vous définissez n, je devrais mettre un n tilde, je l'indique comme ceci. Vous définissez, donc c'est la normale extérieure, vous définissez pour t petit, eh bien vous définissez n tilde comme étant n, et de sorte que la normale est constante sur ce segment. Donc ça, c'est pour t petit. Positif ou négatif, bon, là, ce qui nous importe, c'est d'être à l'intérieur, donc c'est positif, si oméga est comme ceci. Bien. OK. Bon, mais écoutez, essentiellement, le tour est joué lorsqu'on a fait ceci. On étend de la même manière phi tilde en un point x moins tn de x, eh bien, je prends toujours phi de x, et puis on sait que la distance de x moins tn de x est égale à
la distance est égale à, pardonnez-moi, à t. Voilà. Oui. Donc ça, c'est pour t inférieur à t0, et de toute façon, c'est ce qui va se passer. Alors ça, c'est ça qui permet, c'est cette deuxième tranche de démonstration que je n'avais pas signalée, qui permet d'écrire une équation sur le bord. Cela ne pose rigoureusement aucun problème. Le point que je veux indiquer, c'est qu'effectivement, vous introduisez le maximum est atteint dans oméga bar. Vous utilisez l'information précédente qui est utile si le point de maximum est au bord, ce qui sera en fait le cas dès que c'est lipschitsien, ça sera sur le bord. Mais a priori, ça pourrait être à l'intérieur si c'était plus irrégulier. Et puis vous faites tendre epsilon vers 0. Vous voyez que grâce à l'inf, on ne voit pas la composante normale du gradient. Le gradient tangentiel de phi est essentiellement, quand epsilon tend vers 0, ce qu'il faut. Donc on passe à la limite, pourvu que la partie en d sur epsilon ne crée rien, ne crée aucune difficulté dans l'équation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'on écrit le gradient de d sur epsilon, eh bien, c'est une composante, c'est quelque chose qui est dans la normale. Donc, l'infimum, c'est un lambda, ne le voit pas. Donc, il n'y a pratiquement rien à faire. Bon, alors donc, ça, c'est ce que l'on retiendra, c'est que lorsqu'on a une sous-solution, éventuellement une sursolution, et qu'on a les bonnes hypothèses d'unicité, ça c'est absolument crucial, il y a, quoi qu'il arrive, une information qui subsiste sur le bord. D'accord? Donc c'est une information qui, si l'équation des généraux bords devient vraiment une information, si elle se découple, sinon c'est la plus mauvaise information possible. Ce n'est pas spécifique à une équation du premier ordre. On peut faire exactement le même travail avec des équations du deuxième ordre. Hein. Donc là, à nouveau, il va falloir se débarrasser. Penser, par exemple, au fait que dans la direction normale, si vous avez un opérateur du second ordre, les termes du second ordre dégénèrent au bord et que l'on conserve une diffusion sur le bord. Bien, on va récupérer une inégalité de viscosité sur le bord. Bien. Donc ça, c'était une petite précision. Le point, je vais donc revenir maintenant à cet exemple x u' carré, donc en dimension 1, égale f de x, f par exemple tendant vers 0 ou vers une constante à l'infini. On regarde des solutions qui tendent vers cette constante à l'infini. Le problème n'est pas à l'infini, le problème c'est qu'on est en 0. Puisque, a priori, comme on l'a déjà rappelé plusieurs fois, eh bien, on va être en dehors des techniques d'unicité de solution de viscosité par le fait que quand on fait la démonstration, on va avoir du x moins y au cube divisé par du epsilon carré ou quelque chose comme ça, et que ça va pile ne pas marcher parce qu'on s'attend à avoir un comportement près du bord qui ne fait pas tendre vers 0 la quantité qui est nécessaire dans l'unicité, dans le doublement de variables. Bien, alors on a déjà construit par troncature du carré, on a créé une suite UM qui, au passage, vérifie UM de 0 égale F de 0. C'est simplement le fait que lorsque l'hamiltonien, vous voyez qu'à cause du carré, cette hypothèse d'unicité n'a plus lieu. Si on tronque l'hamiltonien, eh bien, certainement, cette hypothèse va être vérifiée. Donc, on garde des informations au bord, en sous et sur solution. Et ça, ces informations au bord, ça veut précisément dire, essentiellement, que UM de 0 égale F de 0. Bon. Et on va savoir que UM converge vers un certain U
avec une convergence qui est uniforme pour x supérieur à delta strictement positif. Ça, c'est simplement parce qu'on a des estimations de Lipschitz uniformes dès qu'on s'écarte un tout petit peu de 0. Et que U est continu, ou plus exactement se prolonge de manière continue en 0. Et en fait, on a un petit peu mieux que ça, c'est-à-dire U' se comporte comme du C sur racine de x. Donc c'est eulérien d'ordre demi, et puis comme on est en dimension 1, ça c'est... Il y a beaucoup de choses, essentiellement je ne veux faire que des choses qui s'étendent en dimension plus grande. Hein. Donc l'analyse de la singularité détaillée est beaucoup plus compliquée en dimension supérieure, mais elle est toujours faisable en fait. Mais ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. En tout cas, ce que l'on peut voir en dimension 1, parce que c'est la dimension 1, c'est qu'au voisinage de 0, ça ne peut être que plus c sur racine de x ou moins c sur racine de x. Ça ne peut pas changer plusieurs fois de signe. Et ça, c'était un peu spécifique à la dimension 1 de faire un argument aussi détaillé. Et donc, grosso modo, c'est pour ça que je mets les choses entre parenthèses, parce que ça, c'est un peu spécifique. L'idée qu'on doit avoir, c'est que ou bien ça va ressembler à ça, oui, et puis U de 0 étant inférieur ou égal à f de 0. Donc, dans le cas où ça décroche, si U de 0 est strictement plus petit que f de 0, ce qui peut se produire, on l'a déjà évoqué, et essentiellement, dès que f devient un peu trop négatif, on aura envie d'aller regarder des valeurs faibles de f, et donc ça va faire décrocher, même en étant très près de 0, et ça va faire décrocher la valeur en 0. Donc, en revanche, si f est positif, on garde la valeur. Donc, c'est vraiment le risque de descendre en dessous lorsque f est suffisamment négatif, de manière un peu intuitive. Et toujours de manière un peu intuitive, ce qu'on doit, pour comprendre les démonstrations qui vont suivre, c'est qu'on a ça ou on a ça. Hein, c'est ou en 0. Donc, avec un plus ou un moins. Et qu'est-ce que c'est? C'est un plus une constante positive fois racine de x ou moins une constante fois racine de x. Alors, on va comprendre dans un instant pourquoi ceci, j'avais donné des raisons un peu heuristiques pour que ce soit ceci. On va le comprendre beaucoup plus systématiquement. Alors, un argument tout à fait classique de solution de viscosité, donc premier fait, c'est que U est une sous-solution classique de l'équation sur 0 l'infini. Pourquoi classique? C'est idiot de mettre classique, je n'ai pas défini d'autres notions. Donc c'est une sous-solution de l'équation sur 0 l'infini. Dans une équation aussi simple en dimension 1, c'est simplement dire que U de 0 est inférieur à f de 0. Et de toute façon, la proposition l'assure. Vous pourriez me dire, non, la proposition ne l'assure pas parce qu'on n'est pas dans ce cadre de figure. Elle l'assure parce que qui peut le plus peut le moins. Il suffit de dire que si c'est sous-solution avec le carré, c'est sous-solution avec quelque chose à croissance linéaire à l'infini. Et donc, on peut appliquer le lemme sur les troncatures. Et dans le cas de figure, c'est simplement de dire que U de 0 est inférieur à f de 0. En effet, si vous avez un point de maximum dans ce cas-là, mais en dimension plus grande, c'est l'argument que j'ai donné. Le fait qu'on puisse mettre dessous un hamiltonien qui, lui, a croissance linéaire. Troncature, en d'autres termes. Bien, alors, le U de 0 est inférieur à f de 0. Pourquoi c'est une sous-solution? C'est que si U moins phi ou phi et C1 a un point de maximum en 0, vous remplacez en 0 U' par phi', vous avez x devant, en 0, ça vaut 0. Et donc, l'inégalité de solution de viscosité, c'est simplement de dire que U de 0 est inférieur à f de 0. Donc là, on se sert du signe.
Donc ça ne va pas pouvoir marcher pour sous-solution. Le deuxième fait, c'est que U est aussi sur-solution de l'équation sur 0 l'infini. Ah, alors ça c'est plus intéressant et du coup c'est ça qui va assurer que la seule possibilité c'est une singularité comme ceci. J'y reviendrai dans un instant. Démonstration, il faut connaître les faits classiques sur les solutions de viscosité, ça se redémontre très simplement. Bien, vous observez que U de x, quel que soit x dans 0 l'infini, eh bien la lim inf, quand m tend vers l'infini et quand y tend vers x, dum de y. Quand vous relâchez la troncature, eh bien, il n'y a pas de problème. Et le point, c'est juste de regarder lorsque ça se passe en 0. Mais grâce à la convergence uniforme pour les x positifs et au fait que u de 0 est inférieur à um de 0, les um de 0 sont constants, on décroche par le bas, eh bien, ça assure très simplement que cette propriété est vraie. Et ça, c'est en fait extrêmement général. Ce n'est pas lié à la convexité de l'hamiltonien, c'est lié au fait qu'à l'infini, l'hamiltonien est coercif et, comme on a besoin quand même de comprendre de quelle singularité il s'agit, il se comporte de manière quadratique. Donc, pour chaque comportement à l'infini, il va y avoir un certain profil de singularité. Mais le fait qui sera toujours général, c'est que si ce comportement est positif, et pas la convexité, mais un comportement positif, ou la convexité à l'infini, si vous voulez, mais même en dimension plus grande, si ce n'est pas la convexité qui joue, on pourrait avoir quelque chose d'homogène de degré 2 qui ne soit pas convexe, eh bien, ce fait-là sur la sous-solution est toujours vrai, car à partir du moment où on a cette information, ça entraîne que U est sous-solution sur 0 l'infini. Zéro compris. Alors ça, c'est vraiment des techniques totalement classiques de passage à la limite dans les solutions de viscosité. Ça ne requiert aucune information particulière sur les hamiltoniens à part leur continuité. Et donc, on voit, et c'est, je le répète, général, on voit qu'en fait, ce que nous avons construit de manière très naturelle par troncature, pour se ramener à une situation classique, eh bien, c'est une solution qui est une solution au sens habituel du terme sur le fermé 0 l'infini. De la même façon que les UM étaient solutions sur le fermé. Comme les UM avaient correspondé à des équations standards du point de vue de l'unicité, le fait que ça soit solution sur 0 l'infini entraîne l'unicité. Parce que 0 ne joue aucun rôle. Le fait que ça soit fermé ne joue aucun rôle. Bien, là, on récupère donc la même information, on a gardé la même information, même si éventuellement on a décroché de 0. Mais la difficulté est maintenant de conclure. Pourquoi y a-t-il unicité de tels objets? Et donc le théorème que j'énoncerai dans un instant, c'est qu'il existe une unique solution de cette équation-là sur 0 l'infini fermé, mais en aucun cas on peut simplement dire que c'est la théorie classique, parce qu'on n'a pas la bonne condition d'unicité. En revanche, le résultat standard reste vrai. Au passage, toujours dans les entre parenthèses pour comprendre comment les choses s'organisent, si U de 0 est strictement plus petit que F de 0, vous vous souvenez qu'on a le choix entre ces deux possibilités. Le fait que ça soit sous-solution de l'équation sur 0 l'infini exclut complètement une chose comme ceci. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous avez ce comportement en plus C0 sur racine de x, vous pouvez prendre phi identiquement nul. Clairement, U moins phi a un minimum en 0. D'accord? Donc, U
a un minimum, si c'était, je le mets entre parenthèses, si c'était plus 0 sur racine de x, u a un minimum en x égale à 0. Et un minimum en x égale à 0, bah, si c'est une sursolution classique, bah, vous en déduisez l'inégalité qu'il faut. Le x suprême carré, il vaut 0, et ça vous dit que u de 0 doit être supérieur ou égal à f de 0. D'accord? Comme u de 0 est supérieur ou égal à f de 0, comme u de 0 on est dans la situation où u de 0 est strictement plus petit que f de 0, on a une contradiction. Donc, ceci ne peut pas se produire. Bon. Si ceci ne peut pas se produire, c'est qu'on est automatiquement dans l'autre cas de figure. Une autre manière de dire les choses, c'est que si u de 0 est strictement plus petit que f de 0, on ne peut pas avoir un point de minimum avec une fonction C1. Si on ne peut pas avoir un point de minimum avec une fonction C1, ça veut dire que la pente est moins l'infini en 0. Il n'y a pas le choix. Bon, ça c'est spécifique. Je ne veux pas faire un travail aussi détaillé de résolution de la singularité, parce qu'on sent bien qu'on aura du mal à faire cela avec une plus grande généralité. Mais néanmoins, je me concentre sur les faits, mais je vous signale ce caractère explicite pour comprendre comment les choses fonctionnent. Après tout, c'est juste un exemple. Sur cet exemple, on peut presque le résoudre explicitement. Mais le point, c'est de le comprendre de manière un peu générale. Bien. Donc, je ne sais pas si je dois intituler ça proposition ou théorème, ce n'est pas très compliqué, mais théorème, c'est qu'il existe une unique U qui est continue sur 0 l'infini, qui est solution sur 0 l'infini. Bien. Donc le résultat habituel, avec une démonstration qui ne marche plus. Alors la remarque que l'on a déjà faite, c'est qu'il est très tentant de faire un changement de variable qui n'est pas C1. Donc attention, si on fait un changement de variable qui n'est pas C1, les notions de solution de viscosité explosent. Parce que la notion de solution de viscosité, c'est avec des fonctions de test qui sont C1. Si vous faites un changement de variable, si vous appliquez un difféomorphisme qui n'est pas de classe C1, eh bien, ce n'est plus les mêmes fonctions de test, et donc ça n'a plus de sens. Donc c'est totalement heuristique, ce changement de variable. Néanmoins, si on pose V de Y égale U de X avec Y qui est égal à racine de X, bon, il faudrait que je mette des 2 ou des 1,5 pour éviter des quarts et des choses comme ça, hein, c'est pas grave. Hein. Si ça me gêne trop, je dirais que 2 est égal à 1 et tout ira bien. La vie serait simple si toutes les constantes étaient égales à 1, mais là, en l'occurrence, ça ne gêne pas. Alors, donc, V de Y égale U de X. Bon, on calcule maintenant dV sur dy. Ça fait du sur dx, dx sur dy. X, c'est égal à y2. Du sur dx fois dx sur dy, c'est-à-dire 2y. Donc, le du sur dx au carré, x ux carré plus u, ce qui doit être f de x. Mais quelle équation récupère-t-on? Le u, ça reste simplement, certainement v. Le x, c'est du y2. Le du sur dx, c'est dv sur dy divisé par 2y. Vous avez y2 divisé par y2 qui vient du dv sur dy au carré. Et vous récupérez donc un quart de vy carré plus v. Équation qui, elle, ne présente plus de singularité et pour laquelle il n'y a même plus de dépendance par rapport à la variable spatiale ici y, et pour laquelle on n'a qu'une envie, c'est d'utiliser l'écart habituel. Donc attention, ça fait beaucoup de x et de y au mètre carré, mais du x moins y carré, ou du y1 moins y2 au carré, pour cette équation-là. Doublement de variables, etc., etc.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les écarts pour le doublement de variables, c'est du y1 moins du y2 au carré. Que donc, formellement, on aurait envie, en x, de regarder quelque chose qui serait comme du racine de x1 moins racine de x2 au carré, en termes de distance que l'on aimerait utiliser pour démontrer l'unicité. Celle-là devrait bien se passer. Il y a juste une petite difficulté, c'est que stricto sensu, on n'y a pas droit. On n'y a pas droit puisque les fonctions que l'on génère ainsi ne sont en général pas, à cause de 0, c'est 1. Okay? Qu'a-t-on le droit de faire? On va garder ce schéma-là. Ce schéma-là, si U de 0 est strictement plus petit que f de 0, parce que bien entendu, le cas où U de 0 est égal à f de 0 est le cas plus ou moins standard. On connaît la valeur au bord, c'est le seul endroit où on peut perdre l'unicité, donc si là c'est défini de manière unique, il n'y a pas de problème. Donc le cas intéressant, c'est évidemment le cas qui décroche. Bien, et la question que l'on se pose, c'est peut-on manipuler des fonctions C1 sur 0 à l'infini, mais non pas de x, mais de racine de x. C'est ça qu'on aimerait pouvoir faire. Okay? Alors, du côté des sous-solutions, ça a l'air de bien se passer, parce que c'est déjà une fonction en racine de x. On verra ça, c'est pas clair. Mais on verra qu'effectivement, on a le droit de faire ça du côté des sous-solutions. En revanche, c'est faux du côté des sursolutions. C'est-à-dire que je ne peux pas me servir de fonctions test comme ceci en 0 sur l'aspect sursolution. Alors, je vais détailler ça. Qu'est-ce que ça veut dire me servir d'une fonction test qui est de la forme psi de racine de x? Pour sursolution, ça va être de dire que, évidemment, le seul point où il est délicat de se servir de fonctions test comme ceci, c'est en 0. Donc je vais regarder juste la situation où le point de maximum ou de minimum est atteint en 0. Donc maximum en 0. U moins psi de racine de x maximum en 0. Oui. Qu'est-ce que j'aimerais écrire? Bien, j'aimerais écrire que U de 0 plus le xux carré. Par quoi j'ai envie de le remplacer? On fait ce changement de variable. J'ai envie de le remplacer par 1 quart de Vy carré. Vy, ça devient psi prime. Et donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est que alors, je peux écrire psi prime de 0 au carré inférieur ou égal à f de 0. Respectivement, min, et écrire que U de 0 plus 1 quart de psi prime de 0 au carré est supérieur à f de 0. En d'autres termes, ce que je suis implicitement en train de dire, c'est que l'équation en y a une validité. Mais elle ne va avoir une validité que pour les sursolutions, pas les sous-solutions. Pourquoi c'est le cas? Bien, si vous prenez une fonction comme ceci, U moins psi maximum, U moins psi maximum, ça veut dire que vous pouvez caser au-dessus, c'est un point de maximum, ça veut dire mettre par-dessus une fonction. Eh bien, je vais prendre pour psi, pour l'aspect sous-solution,
je vais prendre lambda racine de x avec lambda très grand, plus lambda racine de x avec lambda positif. Hein, donc, ça va être ça ma fonction psi, entre guillemets. Psi de racine de x. Certainement, u moins psi a un point de maximum en 0. La dérivée de psi prime de 0, puisque psi c'est simplement lambda fois racine de x, ben, ça devient lambda 2 sur 4, u de 0, plus lambda 2 sur 4 inférieur à f de 0, et ça c'est faux. C'est faux en général dès que lambda est suffisamment grand. Donc ça ne peut pas être sous solution 0. Vous voyez bien, ce changement de variable, il est dangereux. Et on n'a pas droit de le faire pour l'aspect sous solution. Donc là, il y a à nouveau la symétrie sur et sous solution qui se brise, comme elle s'est brisée avec la comparaison, et c'est parce que l'hamiltonien est fortement positif à l'infini. C'est ce qui se passe en plus à l'infini qui compte. Les gradients explosent, ils voient l'infini. Bien. Alors, ceci est vrai. En revanche, ceci, comme U est elle-même, hein, si U moins psi a un minimum en 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de mettre par-dessous une autre fonction en racine de x, et que cette autre fonction de racine de x, elle est plus pentue que la solution elle-même. Pour la solution, vous avez une égalité. Psi prime au carré est plus grand que la chose pour laquelle vous avez l'égalité. Vous avez une inégalité. Donc là, je fais très vite la démonstration sur la figure. Mais cette figure permet de comprendre pourquoi ceci a une chance d'être vrai. Donc ça, on peut l'oublier. En revanche, si on regarde la figure, on a une chance que ce soit vrai pour la minimisation, pour l'aspect sur solution. Et de fait, la première étape de la démonstration du lemme, du théorème, c'est de démontrer un lemme tout à fait élémentaire qui consiste à dire que U est sur solution 0 avec de telles fonctions test. Donc je vais faire les choses comme ceci. Si U moins psi racine de x a un minimum en 0, alors il est vrai, le U, pardonnez-moi, c'est le U, c'est la... Ouais, bon. U, c'est une... Qu'est-ce que c'est U? C'est une solution sur 0 à l'infini. En fait, dans le lemme, on a juste besoin que ce soit une sursolution. Ben, je vais l'écrire. Sursolution sur 0 à l'infini. Sursolution au sens classique. Et si U moins psi racine de x est minimum en 0, alors on a bien que U de 0 plus un quart de psi prime de 0 au carré est supérieur ou égal à f de 0. Bon. Démonstration très simple. En fait, on sert. Je suis en dimension 1, mais pour que les choses soient le plus simple et le plus clair possible, mais c'est absolument général. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec le carré. Quand vous remplacez, ça j'ai déjà dit, j'ai pris le carré, mais ça pourrait être n'importe quelle puissance strictement plus grande que 1. De manière plus compliquée, ça pourrait être n'importe quelle fonction qui soit surlinéaire. Mais partout où je mets des racines de x, il faudrait prendre la primitive, etc. Ça serait plus compliqué à écrire, mais c'est la surlinéarité qui joue, c'est-à-dire ce qui viole la condition usuelle d'unicité. Bien. Démonstration, ben, comme je disais, c'est très simple. Il suffit d'adapter la démonstration de Sonner qui est en dimension 1. La normale n'est pas trop compliquée, c'est-à-dire d'essayer de décaler le point de minimum à l'intérieur. Tu as un souci? Ça, c'est une activité dangereuse de réfléchir.
Oh, ben, je te fais confiance. Mais activité dangereuse, fatigante et en plus sujette à erreur, donc à éviter le plus possible. Alors, donc, u de x moins psi de racine de x plus epsilon. Bon, je minimise ça. Donc, toujours, je peux rendre ce minimum, c'est un minimum local. Je peux toujours le rendre local, local et je peux toujours rajouter strict. Bon, il suffit de rajouter moins epsilon racine de x, hein, et on aura un point de minimum local strict. Donc ça, c'est vraiment pas le souci, ou même moins epsilon x2, comme ça on aura quelque chose de strict et qui n'introduira rien de plus. Bien. Donc, ça, c'est pas la difficulté. Je vais avoir un point de minimum local en x epsilon pour epsilon petit qui va tendre vers 0 et x epsilon, il est positif ou nul. Et ça peut être 0. Si on a cette figure-là, pas vraiment, mais a priori, ça pourrait être 0. Je peux maintenant, j'ai une fonction qui est bien C1 de x positif. J'ai repoussé la singularité en moins epsilon. Je peux donc appliquer le fait que ça soit une sursolution sur 0 à l'infini, et j'écris que u de x epsilon plus, maintenant on fait le calcul prodigieux, x epsilon, et ici, sauf erreur de ma part, on va trouver x epsilon plus epsilon. Donc je sépare bien le x du u'. Le u', c'est 1 sur 2 racine de x plus epsilon au carré, on a bien ça. Et ça, c'est supérieur à f de x epsilon. Et puis là, vous voyez, alors sinon, sur un hamiltonien un peu plus général, il faut faire un tout petit peu plus attention, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Et vous voyez que ceci est inférieur à u de x epsilon. Il y a quand même un psi prime qui manque. Un psi prime de, pardonnez-moi, de racine de x epsilon plus epsilon au carré. D'accord? Voilà, maintenant le calcul de dérivée est à peu près correct. Bon, le x epsilon divisé par x epsilon plus epsilon, il est plus petit que 1, et donc vous voyez que vous en déduisez psi prime de racine de x epsilon plus epsilon au carré. Ouais. C'est le psi prime au carré, oui, c'est bon, que ceci est supérieur à f de x epsilon. Donc vous voyez, on a fait changement de variable, et le changement de variable, il peut nous repousser le point à l'intérieur ou pas. C'est évidemment lorsqu'il le pousse à l'intérieur qu'il faut se faire un peu de soucis. S'il le pousse parce que c'est en général ça qui va se passer, ce que ça fait apparaître, c'est pratiquement l'équation qu'on voudrait, mais avec un facteur correctif qui est plus petit que 1. Donc pour sursolution, ça va marcher, mais plus petit que 1 pour sous-solution, ça ne marche pas, et fort heureusement, parce que c'est faux. Donc, comme ceci est plus petit que 1, ce rapport est plus petit que 1, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez maintenant faire tendre epsilon vers 0. Vous en déduisez que u de 0 plus un quart de psi prime de 0, c'est la limite, tout ça, ça tend vers 0, et psi est C1, est supérieur à f de 0, c'est ce que l'on voulait démontrer. Bien. À nouveau, vous sentez bien que c'est le comportement à l'infini qui est quadratique, hein, parce que on a, avant de mettre le carré, on divise. Bon, le psi prime, est-ce qu'il est? C'est essentiellement une constante, c'est essentiellement psi prime de 0. Et le seul bien, c'est essentiellement psi prime de 0. Et puis on le divise par quelque chose qui est très petit, à savoir racine de x epsilon plus epsilon. Donc ce qu'on est en train de regarder dans l'hamiltonien, c'est quelque chose qui est psi prime de 0, divisé par racine de x epsilon plus epsilon, avec un demi, peu importe, qui lui tend vers 0. Donc la division, ça veut dire multiplier par un grand facteur. Donc ce qu'on est en train de regarder, ce n'est pas du tout l'hamiltonien
dans son ensemble, mais c'est son comportement à l'infini. Et que dès qu'on a un comportement catalogué de l'hamiltonien à l'infini, on a une fonction qui est l'analogue de la racine carrée, qui est la solution des quadifs, et on sait comment corriger, et cette correction a un signe. Donc on récupère sur solution avec des racines de x, mais on n'a pas sous-solution. Bon. Alors, on pourrait dire, mais ça c'est un peu gênant, parce que fondamentalement, ce qu'on aimerait dire, c'est qu'on a le droit de faire le changement de variable, et qu'une fois qu'on a le changement de variable, c'est une équation standard sur laquelle on a une unicité standard, mais ça voudrait dire, au niveau de l'équation de départ, me servir aussi bien sous que sur les sursolutions de fonctions qui sont des fonctions en racine. Et je n'y ai droit que pour les sous-solutions, pas les sursolutions. Donc est-ce que ça marche quand même? Ben, la réponse est oui. On va ignorer la difficulté sous-solution et sur-solution avec des racines, savoir qu'on n'a que la moitié, et on va voir que ça marche quand même, parce qu'il y a d'autres informations. Donc je vais passer à la démonstration de l'unicité, l'existence ayant été déjà démontrée auparavant. Je prends une sous-solution. Sur 0 l'infini. Je prends V une sursolution sur 0 l'infini. Et je vais regarder un point x epsilon, y epsilon, les deux étant positifs, qui vont être un point de maximum. J'oublie l'infini parce que ce n'est pas le sujet. La difficulté étant 0, donc je vais supposer qu'il y a un point de maximum. Pensez que les fonctions tendent vers la même constante à l'infini et il n'y a pas de souci à se faire. Donc u de x moins v de y. Et là, je balance, comme si de rien n'était, racine de x moins racine de y au carré. J'ai le droit d'écrire des informations, même si y epsilon est négatif ou nul, parce que j'ai le lemme. Donc, sur solution en 0, j'y ai droit avec des fonctions en racine. En revanche, ce qui peut poser un problème, c'est que x epsilon soit 0, parce que là, je n'ai pas le droit de me servir de fonctions en racine. Donc, le seul cas difficile, c'est x epsilon égale à 0. Et c'est là qu'il faut se servir des informations supplémentaires, c'est-à-dire qu'on a en fait une sous-solution au bord, et ce qui, dans notre cas de figure, est simplement de dire que u de 0 est inférieur à f de 0. Donc si x epsilon est égal à 0, je rappelle que u de 0 étant une sous-solution, u de 0 est inférieur ou égal à f de 0. Ça, c'est ce que j'ai toujours. Et cela ne reflète que le fait que l'hamiltonien est minoré par un hamiltonien qui ait les bonnes conditions d'unicité, à savoir, dans notre cas de figure, sur cet exemple trivial, c'est 0. Mais même, il y aurait des termes négatifs linéaires, ça ne serait pas gênant, on aurait toujours cette inégalité. Donc, ce n'est pas uniquement une conséquence du signe. C'est vrai que c'est une conséquence du signe, mais c'est beaucoup plus général. C'est une conséquence de la proposition que j'ai déjà énoncée. Dès qu'il y a un hamiltonien, par exemple, si on a toujours une forme en xh de u', c'est simplement de dire que je peux tronquer mon hamiltonien, que je peux l'approcher par-dessous avec des choses à croissance linéaire, ce qui est en général le cas. C'est-à-dire que ça croît de manière positive. À nouveau, ce n'est qu'un comportement à l'infini. Quoi qu'il en soit, je garde cette information et j'observe que si je prends x égale à 0, le point de maximum, je vais avoir un point de minimum de quoi?
eh bien, y epsilon est un point de minimum de v de y plus quoi? X, ça vaut 0, et c'est 1 sur 2 epsilon. Racine de y au carré, ça fait y. Alors, ceux qui ont vraiment l'habitude des solutions discrétisées me disent « Ah oui, mais ça, c'est un miracle du carré. Parce que la singularité est en racine, je l'élève au carré et ça me fait une fonction C1. » Non. Parce que si vous prenez une puissance quelconque, vous avez la singularité que vous élevez au carré, et c'est donc quelque chose qui sera une fonction, c'est une autre puissance, qui sera une fonction comme ceci, mais avec un psi qui est très plat en 0, une puissance plus grande que 1. C'est-à-dire un psi prime de 0 qui vaut 0. Donc effectivement, si vous appliquez ceci, c'est un minimum de v de y plus 1 sur 2 epsilon de y. Regardons le cas le plus compliqué. J'aurais dû dire auparavant que x epsilon, y epsilon tendent vers 0 tous les deux. C'est le seul cas de figure qui pose un problème, c'est tout se concentre en 0. On sait que la différence tend vers 0. Si ça tend vers quelque chose de strictement positif, il n'y a pas de souci, parce que là, à l'intérieur du domaine, c'est Lipschitz, on a l'unicité facilement. Donc la difficulté, c'est quand tout se concentre à l'origine. Bon, donc, que puis-je dire là-dessus? Et je dois aussi dire que je sais que y epsilon sur epsilon tend vers 0. Bon. Donc, si y epsilon, voilà, bien. Donc maintenant, vous vous servez de la définition et vous récupérez, je commence à fatiguer là, et vous récupérez 1 sur 4 epsilon 2, et là j'ai un souci, fois y epsilon. Alors attendez, oui, alors donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que y epsilon ne peut pas être nul. Bien, alors le raison en est simple, c'est que si y epsilon est positif, si y epsilon est nul, oui, alors si y epsilon est nul, non, je voudrais quand même pas être obligé de faire ça, mais bon, peu importe. Si y epsilon est égal à 0, bon, là, en tout cas, c'est une situation simple, parce que vous avez le psi qui est une fonction qui est une fonction qui est un carré, donc le psi prime de 0 vaut 0, et donc ce que vous en déduisez, c'est que v de 0 est supérieur à f de 0. Bon, alors, donc, et là, vous en déduisez bien que u de x, que ce maximum, est donc négatif ou nul, ce qui permet de conclure sur l'unicité dans ce cas de figure. Je vais me débarrasser d'un autre cas, parce que j'ai un trouble sur le y strictement positif. Il y a un argument dont je ne me souviens plus, pour ne pas vous cacher, pour ne rien vous cacher. Donc, éventuellement, je le mettrai de côté en espérant que ça revienne. Donc, x epsilon strictement positif, y epsilon strictement positif. Je vous dois le cas x epsilon égale à 0, y epsilon strictement positif. Alors, ce cas-là ne va évidemment poser aucun problème, parce que ce que l'on va récupérer, c'est un u de x epsilon, et on va avoir les deux informations. Ouais, d'accord. On va avoir les deux informations
les deux informations de sous-solution et sur-solution. Donc, j'essaie de réécrire en espérant ne pas trop me tromper. Bon, il doit y avoir de toute façon des quarts qui flottent un peu partout. Je vais avoir comme racine de x moins racine de y. Je prends la dérivée par rapport à x de ceci. Donc, il y a un 2. Et il y va y avoir, qui s'en va avec le 1,5, et puis il y a un 1,5 qui devient de la dérivation. Donc j'ai du racine de x moins racine de y, divisé, donc il y a le 2, je l'ai mis, par du racine de x, le tout au carré, et il y a un x devant. Supérieur, et tout ça, c'est en epsilon. Pardonnez-moi. Est inférieur ou égal à f de x epsilon. V de y epsilon plus y epsilon sur 4 de racine de x epsilon moins racine de y epsilon divisé par racine de y epsilon au carré est supérieur à f de y epsilon. Donc ça, c'est simplement sur et sous solution. Y compris dans le cas où y epsilon vaut 0. Dans le cas où y epsilon vaut 0, ça, par définition, on dit que ça vaut 1. Bon, ben, vous voyez ce que ça fait. C'est fait pour les... Ça s'en va. Ça s'en va. Et quand vous faites la différence, ces deux termes s'annulent exactement. C'est simplement le changement de variable qui nous ramène à une situation où on sait qu'on annule exactement la différence des Hamiltoniens. On en déduit donc que u de x epsilon moins v de y epsilon est inférieur ou égal à f de x epsilon moins f de y epsilon. Et là, on est ramené en terre connue pour les histoires de solutions de viscosité. La démonstration se conclut. Je mets de côté, là, je n'y arriverai pas à le reconstruire instantanément. Je mets un point d'interrogation, je vous ferai ça dès que ça sera revenu dans ma tête. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas terminé la démonstration du théorème. Je ne vais pas vous faire masquer le fait que là, j'ai un trouble. Pas sur la nature du résultat. Je pourrais faire une autre démonstration, mais celle qui me vient instantanément en tête est beaucoup trop spécifique à la dimension 1. Et je vais faire ça de manière beaucoup plus générale. Bon, alors, modulo cette difficulté que je vous dois, je voudrais tout de suite mentionner un certain nombre d'extensions.